L'OGC Nice perd 2 points, l'ASM fait le taf chez les Angevins, la Roca Team en pleine détresse alors que le Paris-Nice a tenu toutes ses promesses. Le premier Grand Prix de F1 a été un vrai carnage, Azurément Sport vous donne rendez-vous au dernier virage. And welcome to Azurément Sport, tous les mardis à partir de 18h15 sur EDJ FM. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Azurément Sport. Après une semaine de vacances, nos chroniqueurs spécialistes sont rechargés à bloc. Pas de rugby à débriefer pour cause de tournoi des 6 nations. Félicitations d'ailleurs aux 15 de France pour cette victoire finale et puis surtout à notre Toulonnais Jean-Baptiste Gros qui a fait plus que tenir la baraque au poste de pilier gauche. Bref, il s'est quand même passé pas mal de choses ces derniers jours niveau sport sur la Côte d'Azur. On refait le week-end avec vous, Quentin Barbaza. En National 2 de football, défaite de Cannes hier 1-0 dans un match capital pour la montée ce samedi. Les Cannois n'ont pas su concrétiser leur temps fort en seconde période. La série d'invincibilité de 20 matchs s'arrête pour les hommes de Damien Haute. Hier leur passe devant et même le Puy, leader qui compte maintenant 5 points d'avance. Oui, 5 points d'avance sur Cannes et même 10 sur Grasse. Les Grassois arrachent le nul dans le temps additionnel face à Jura Sud. Méconnaissable en première mi-temps, les locaux concèdent l'ouverture du score et enchaînent les déchets techniques. Face à un bloc bas bien regroupé, c'est finalement Alexis Bosetti qui égalise à la 95e minute d'une tête à bout portant. Prochaine journée ce samedi avec pour Cannes la réception pas évidente d'Angoulême, 5e, déplacement piège pour Grasse à Istres, coup d'envoi de ces deux matchs à 18h. En football américain ce samedi soir avait lieu le derby entre Nice et Cannes au stade des Arboras et comme redouté, victoire écrasante des Iron Mask 40-0. Les Cannois sont toujours invaincus alors que les Dauphins sont en quête d'une première victoire cette saison. Week-end de repos à venir avant un déplacement à Perpignan pour Nice et à Toulouse pour Cannes le 29 et 30 mars. En handball féminin, l'OGC Nice s'incline face à Brest, 2e au classement. Longtemps dans le coup, les Aiglons ont craqué dans le dernier quart d'heure. Score final 38-29. Les coéquipières de Marine Dupuis devront retrouver le goût de la victoire à Mérignac ce samedi. En volley par contre, on a le sourire en ce début de semaine. Cannes assure sa place en play-off après sa grosse victoire ce vendredi à Tourcoing 3-7-2. 4 ans après, les Cannois retrouvent les phases finales. Et la dernière fois, ils étaient sacrés champions de France. Ultime match de saison régulière sans pression face au Plessis-Robinson ce samedi à 20h. Nice s'offre aussi une victoire de prestige et de quelle manière. Succès face à Chaumont, des cadors du championnat sur le score de 3-7 à rien. Les Niçois sont désormais 5e et pourront même accrocher une 4e place à Tours ce samedi. Enfin en basket, Antibes enchaîne un 3e succès consécutif en championnat, victoire à Évreux 76-80 et ce championnat est tellement ouvert et serré que les Sharks peuvent encore croire à une qualif en play-off. Ils ne sont qu'à un petit succès, ce sera peut-être ce samedi à 19h face à Vichy, une programmation spéciale en raison du match pour la montée en N2 des féminines en levée de rideau. On reste sur les parquets de basket avec l'actu de la Roca Team jingle. 3 Mike James, c'est parti pour Azurément Clutch. Semaine cauchemardesque pour l'AS Monaco, tout d'abord jeudi sur le parquet du Maccabi Tel Aviv lors de la 29e journée d'Euroleague. Défaite frustrante 91-88 au terme d'un match très serré, Baptiste Echen. Opposé à une équipe de bas de classement, Monaco voulait rester dans le trio de tête pour s'assurer une place dans le top 6. Avec ses cadres, la Roca avait toutes les cartes en main pour repartir avec la victoire. La rencontre commence doucement pour les hommes de Vassilis Panoulis. Dans une salle quasiment vide, Monaco est poussé dans ses retranchements malgré une légère avance dans les premières secondes. C'est bien Tel Aviv qui prend les commandes à la fin du premier quart-temps. Les joueurs du Maccabi ne lâchent pas et élèvent leur niveau de jeu pour embêter les Monégasques. À droit devant le cercle et imposant physiquement, Tel Aviv rend une première mi-temps de très belle qualité. Après 20 minutes de jeu quasiment égales, Monaco mène de 3 petits points. Au retour des vestiaires, la Roca Team trouve enfin des espaces, mais va une nouvelle fois retomber dans ses travers. Pour la première fois du match, Monaco enchaîne les belles défenses et les attaques prolifiques. Dans le troisième quart, les joueurs de la Principauté vont même mener de 7 points. À ce moment-là, le rouleau compresseur semble se mettre en route. Mais cette belle avance n'aura été que de courte durée. Rapidement, Monaco met moins d'intensité et laisse plus d'espace dans sa défense. Mathieu Strazel, pourtant en belle forme ces dernières semaines, n'a été que l'ombre de lui-même. Mike James tente de porter une nouvelle fois ses coéquipiers avec ses 26 points et 8 passes décisives. À la dernière reprise, tout est encore jouable. Monaco maintient l'écart de 5 points avec son adversaire, mais tout bascule dans le Money Time. Les Monégasques se précipitent et sont pressés par un adversaire assoiffé. Monaco ne score plus et Tel Aviv en profite. À moins d'1 minute de la rencontre, le Maccabi repasse devant au score après avoir été mené tout le match. Le tir à 3 points de Mike James à la dernière seconde ne rentre pas. Grosse désillusion pour la Roca. Le plus frustrant, c'est que Monaco a été meilleur statistiquement dans tous les compartiments du jeu. Au tir, au lancer franc, au rebond, la Roca a globalement dominé cette rencontre. Le Maccabi a su profiter des
moment de flottement des Monégasques pour leur jouer un mauvais tour. 12e défaite en Euroleague cette saison en 29 matchs joués. Et avec ce revers, l'AS Monaco ne confirme pas sa belle victoire à Paris quelques jours plus tôt. La Roca est désormais 4e au classement. Changement de compétition et direction la Coupe de France. Dimanche, la Roca accueillait Le Mans en demi-finale, mais tout ne s'est pas passé comme prévu, Baptiste. Monaco avait 2 missions ce jour-là, retourner en finale après leur sacre en 2023 et prendre leur revanche après la finale perdue en Leaders Cup le 16 février dernier, et ça a terriblement mal commencé. D'entrée de jeu, la Roca s'est fait surprendre par l'attaque mancelle, incapable de reprendre les commandes du match. Monaco compte un retard de 9 points à la fin du premier quart-temps. C'est dans le deuxième acte que Monaco propose son meilleur basket, bien plus adroit offensivement et agressif défensivement. Les joueurs du Rocher remontent leur standard et collent même 12 points à leur adversaire. À la mi-temps, les hommes de Vassilis Spanoulis sont devant et semblent avoir trouvé la solution pour maîtriser Le Mans. Mais au retour des vestiaires, Monaco va une nouvelle fois se laisser aller et ne pourra pas compter cette fois-ci sur son collectif. Finalement, l'ASM a été incapable de stopper un adversaire maudit pour Mike James, 14 points à 3 sur 12 et ses coéquipiers. Pourtant, à la fin du troisième quart, ils sont toujours devant avec seulement un petit point d'avance, 75 à 74. Et comme face à Tel Aviv jeudi, tout s'est joué dans le Money Time. Malgré une bataille équilibrée, Le Mans a une nouvelle fois déjoué les plans monégasques. Dans une fin de match irrespirable, la Roca craque et laisse filer son adversaire. Le Mans éteint Gaston Médecin. Score final 99 à 102. Mam JT, 24 points et 9 sur 9 au tir, a été le seul monégasque à la hauteur. L'ASM évoluait également sans Daniel Theis, touché lors de la défaite face au Maccabi jeudi en Euroleague, Nika Lattes et Jordan Lloyd. Le Mans s'offre au Monaco pour la 3e fois cette saison. Les Manceaux, véritable bête noire de la Roca, privent les monégasques d'un potentiel 2e trophée cette année. Nouvelle désillusion en l'espace de 3 jours. l'AS Monaco devra vite réagir avec 3 matchs à domicile qui les attendent. Fenerbahçe ce jeudi, l'Asvel dimanche, puis Kaunas mardi prochain. Coup d'envoi de ces rencontres à 19h. Direction les terrains de football, jingle. Guessant, le but d'Evan Guessant. C'est parti pour Azur et Mongol. Et après avoir subi leur première défaite de la saison à la Lance Riviera la semaine dernière face à l'OL, l'OGC Nice avait à cœur de se racheter face à Auxerre, mais tout ne s'est pas passé comme prévu, Louis Marmion. Le stade a sonné moins creux ce week-end. Les ultra-niçois sont de retour et déterminés à pousser leur équipe pour aller chercher la 3e place du championnat. Francaise, suspendu pour le match, aligne son 3-4-3 classique. Grand absent, Jonathan Klaus suspendu lui aussi et remplacé par Tom Louchet. Sur le front de l'attaque, Sofiane Diop a été préféré à Mohamed Ali Chaud. Les premières minutes du match sont quelque peu frustrantes, sans nette occasion des deux côtés. Le ballon est niçois, mais la possession est stérile. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir Baptiste Santamaria se procurer la plus grosse occasion de ce début de partie. Une frappe qui termine dans les petits filets de la cage auxerroise. Les Aiglons ouvrent leur compteur sur un corner de Tom Louchet. D'abord dévié au premier poteau par Gaëtan Laborde, Evan Guessant parvient au second poteau à sauter plus haut que son vis-à-vis. Une tête piquée qui surprend le gardien auxerrois. 38e minute, 1-0 pour le gym. Les hommes de Francaise ne sont pas encore tout à fait à l'abri et tentent en seconde mi-temps d'élargir leur score, sans succès. La deuxième mi-temps reprend de plus belle. 10 minutes après le retour des vestiaires, les Niçois se procurent une succession d'occasions. À la 54e minute, Boudaoui tente un retourné acrobatique sur un centre de Laborde qui termine dans le ciel niçois. Les Aiglons sont dans leur lancée et continuent de pousser. 2 minutes plus tard, Sofiane Diop sert parfaitement Melvin Barr et se l'est au deuxième poteau, mais le latéral gauche manque sa reprise. Des rouges et noirs maladroits, encore une fois 1 minute plus tard, avec de nouveau Melvin Barr qui rate totalement sa frappe. Le ballon atterrit dans les pieds de Boudaoui qui tire hors cadre dans le but vide. Des occasions ratées que les hommes de Francaise vont finir par regretter. En fin de match, Donovan Léon permet une nouvelle fois de laisser les Auxerrois dans le match avec une superbe parade face à Mohamed Ali Chaud. La fin de match pour le gym prend des allures de cauchemar avec l'expulsion de Melvin Barr à la 87e minute. L'ancien Lyonnais vient essuyer ses crampons sur le mollet de Danois. Et ce qui devait arriver arriva, les visiteurs parviennent à égaliser avec une frappe surpuissante de Florian Hayé dans les dernières minutes du temps additionnel. Score final 1-1. L'OGC Nice perd 2 points précieux dans la course pour une place en Ligue des Champions. Le prochain match s'annonce crucial et tendu avec un déplacement chez les voisins monégasques. Coup d'envoi ce samedi 29 mars à 21h au stade Louis II. Justement, l'AS Monaco elle aussi n'est pas dans le rythme avec 2 victoires sur ses 5 dernières rencontres. Pourtant, un succès contre Angers leur permettait de revenir au contact de la 2e place, Louis. À 18h, aligne le duo Minamino et le serial buteur Biarret. Changement de gardien côté monégasque avec la titularisation de Philippe Cohn. Le match commence fort dès la 2e minute, combinaison entre Ben Seguir et Akliouche qui centre pour Vanderson, mais sa frappe vient frôler l'arête de la cage angevine. La domination est sans aucun doute monégasque. L'ASM continue de pousser avec un contre, mené par Minamino qui décale Biarret.
La frappe du Danois est détournée par le gardien angevin Fofana. La mi-temps approche, mais l'ASM ne trouve pas la solution. Malgré une grosse domination monégasque, avec aucune frappe côté angevin, l'attaquant Mika Biret ne conclut pas l'offrande de Singo sur un centre déposé de Ben Seguir. L'ASM a privé le SCO du ballon avec plusieurs occasions franches, mais le score reste vierge à la mi-temps. Les Monégasques vont alors enclencher la seconde jusqu'à trouver la faille en fin de rencontre. Dès le retour des vestiaires, Adi Hütter procède à un changement plus offensif avec la sortie de Ben Seguir et l'entrée de l'attaquant Breel Mbolo. Avec un milieu en moins, les Angevins en profitent pour s'échapper en contre. Sur un centre fort de Ferrat, l'attaquant angevin Le Paul manque d'un cheveu d'ouvrir le score. L'ASM plus fébrile en début de seconde période attend la 77e minute pour ouvrir le score avec l'inarrêtable Mika Biret. Sur un centre côté gauche de Chao Henrique, l'attaquant danois contrôle de la poitrine et place un pointu à bout portant du portier angevin. En fin de match, le défenseur Kourkoul commet une faute de main dans la surface de réparation. Akliouche transforme le penalty et double la mise pour l'ASM. Grâce à cette victoire, les hommes d'Adi Hütter chippent la 3e à l'OJC Nice. Malgré une fin de calendrier chargée, les Monégasques peuvent de nouveau espérer la 2e place. L'ASM n'est qu'à 2 points de l'Olympique de Marseille qu'elle recevra le 13 avril prochain. On est au milieu de cette émission, c'est l'heure du ravito. T'es grand aujourd'hui! T'es très grand! Allez mon grand! Comme chaque année, le début de la saison de cyclisme s'écrit sur les routes de la Côte d'Azur. Après la Classique VAR et le Tour des Alpes-Maritimes, il y a moins d'un mois, c'est le Paris-Nice qui a rythmé ces derniers jours. Et si on la surnomme la course au soleil cette année, elle n'a pas très bien porté son nom, Quentin Barbaza. Pluie, neige, vent, le peloton de cette édition 2025 de Paris-Nice aura bien connu des galères avant d'enfin d'apercevoir la lumière ce dimanche sur la promenade des Anglais. Parti des Yvelines le 9 mars sous la grisaille, les 154 coureurs de cette course phare du début de saison ont d'abord applaudi le restel du Belge Tim Merlier. Intouchable avec son maillot de champion d'Europe, le sprinter de la Soudal Quick-Step remporte les 2 premières étapes. Puis ensuite, les favoris à la victoire finale ont pris les choses en main. Oui, dès le 3e rendez-vous, lors d'un contre-la-montre par équipe aux abords du circuit de Nevers-Manicourt, les plus grosses écuries du peloton s'expriment. L'équipe Jayco Alula de Ben O'Connor mène pendant un long moment avant que finalement ce soit la Visma Lease the Bike d'un certain Jonas Vingegaard qui l'emporte. Le Danois s'empare de la tunique jaune de leader après la première étape de montagne au sommet de la Loge des Gardes. Malheureusement, le destin ne sera pas avec lui puisque le double vainqueur du Tour de France va chuter et se blesser à la main. Il abandonnera avant de prendre le départ de la 6e étape. Mais heureusement pour les Visma, Jonas Vingegaard a un lieutenant qui tient la route et qui connaît bien Paris-Nice. En la personne de Matteo Jorgensen, effectivement, Bastien, le coureur américain déjà vainqueur de la course au soleil l'an passé, a récidivé cette année. Il profite de l'abandon de son leader pour récupérer le maillot jaune, une tunique qu'il ne quittera plus jusqu'à la ligne d'arrivée sur la promenade des Anglais. Même s'il a été attaqué par Almeida, Lipovic ou bien d'autres, c'est lui qui a l'initiative du coup de bordure décisif dans les longues plaines de Camargue à 2 jours de l'arrivée. Ce dimanche, même esselé, c'est lui qui se détache seul du groupe des favoris pour terminer 2e de l'étape, derrière un autre américain, Magnus Sheffield. Pour Jorgensen, le plus niçois des Américains puisqu'il habite dans le quartier du Port à quelques hectomètres de la prom, gagner 2 fois Paris-Nice a forcément un goût particulier. C'est dingue en fait, parce que vraiment tous les jours, je te jure que je descends de la moyenne corniche chez moi, la même route, à la même vitesse presque qu'aujourd'hui. Toute la journée aujourd'hui j'étais concentré sur la course, sur les autres coureurs. Mais là, sur la moyenne corniche, la tête, c'est juste... Ouais, je vois la maison, je vois la mer là à gauche, et donc ça m'a pris de la course. Désormais, Matteo Jorgensen s'affirme comme un concurrent majeur à Tadej Pogacar. En tout cas, lui l'assure, il se dit prêt à mener la danse et être leader de la Visma Lease the Bike sur un grand tour. Patron, non, mais leader, oui. C'était un de mes objectifs cette année d'être un leader de l'équipe, et j'ai jamais pensé que je vais gagner Paris-Nice. Et voilà, j'ai gagné 2 fois Paris-Nice, donc maintenant, il faut mettre les objectifs un peu plus hauts. Je ne peux pas dire que je suis capable de gagner un grand tour, je ne sais pas, mais au moins je voudrais essayer. Une victoire donc à domicile et tout en maîtrise de l'américain cette semaine, mais également une belle course de nos coureurs azuréens, Quentin. Oui, on ne les oublie pas, nos petits locaux de l'étape, Lenny Martinez et Clément Champoussin, sachant qu'ils ont été plutôt épatants. Le premier, Lenny Martinez, à peine 21 ans, a tenu la dragiote aux favoris dans la Loge des Gardes. Déjà lors de la 4e étape, il est le premier à faire frissonner Vingegaard et Almeida. Le Canois est dans une forme époustouflante cette semaine et c'est 2 jours plus tard qu'il lève les bras pour la plus prestigieuse victoire de sa carrière. Il arrive seul au sommet de la côte Saint-André et son mur final à 18%,
après avoir fait sauter tous les mastodontes de sa roue. Une victoire d'autant plus savoureuse puisque Cocorico, derrière Lenny, un autre azuréen, Clément Champoussin, jaillit et prend la deuxième place de cette étape. Les Niçois récemment arrivés chez Astana à l'intersaison a impressionné tout au long de la semaine, rarement habitué à se battre pour le général au milieu des favoris. Cette fois, Champou, comme on le surnomme, tient son rang. Dimanche sur la prom, il s'adjuge une 7ème place au classement général, sa meilleure performance sur la course au soleil. De bon augure pour la suite de la saison et les classiques qui se profilent. Oui, désormais cap sur Milan-San Remo dès samedi pour le peloton, avant d'enchaîner les classiques avec en ligne de mire le Giro qui se déroulera début mai. Dernier virage de cette émission avec le débrief des Grands Prix du week-end. 100% paddock, la Formule 1 par une équipe 100% à bloc. Yes! Oh my God! Mikey, no, Mikey, that was so not right. Retrouvez-nous après chaque Grand Prix sur YouTube ou la chaîne Twitch EDJ Live. Au programme, débrief de la course, actualité, inside et tout ça dans la bonne humeur. 100% paddock, une équipe 100% à bloc. La team 100% Paddock nous rejoint. Bonsoir Marius Druard. Bonsoir. Bonsoir Lisa Fernandez-Martins. Alors on va commencer par la F1. Il fallait se lever tôt ou se coucher tard pour suivre le premier Grand Prix de F1 cette saison en Australie, mais surtout les performances de notre pilote monégasque Charles Leclerc. Marius. Le tout sous des conditions dantesques au départ. Il a fallu garder son sang-froid, surtout pour Charles Leclerc, positionné en 7ème position sur la grille de départ. Embourbé dans le peloton pour un départ sous la pluie, ce n'est jamais évident et dans ces conditions, qui allait commettre la première erreur de la saison ? Eh bien malheureusement, c'est tombé sur le rookie français Isaac Hadjar avant même le départ. Le pilote s'est sorti de la piste au virage 2 pendant le tour de formation. Petite glissade mais grosse conséquence, il n'a pas pu prendre part au Grand Prix. 15 minutes plus tard, la course peut commencer, les fauves sont enfin libérés, en gardant tout de même la plus grande des précautions. Charles Leclerc réalise l'un des meilleurs départs en gagnant 2 positions. Il passe à la 5e place en dépassant Alex Albon et Yuki Tsunoda. Primordial pour raccrocher le wagon de tête. Mais son bon départ est stoppé par l'accident de Jack Doohan, provoquant une nouvelle voiture de sécurité. C'est le chaos, mais le pilote monégasque s'en est sorti avec un gain de place. Et niveau performance sur la suite du Grand Prix, c'était comment pour Charles et Ferrari ? Eh bien, assez compliqué. La raison, la difficulté de dépasser. Le circuit de l'Albert Park de Melbourne est un circuit sur lequel il n'est pas toujours aisé de dépasser. Avec de la pluie et une piste très piégeuse, c'était dur pour Charles Leclerc d'aller chercher George Russell et Max Verstappen devant lui. McLaren, n'en parlons même pas, ils étaient beaucoup trop rapides en tête du Grand Prix. Charles Leclerc avait plus de 30 secondes de retard sur le leader Lando Norris, seulement au 32e tour de course. Concernant le rythme pur de la Ferrari, eh bien ce n'était pourtant pas catastrophique. Si McLaren était intouchable, Max Verstappen et George Russell l'étaient beaucoup moins. Charles Leclerc a longtemps été dans les chronos de ses rivaux devant lui. Sans pluie et sur piste sèche, le Monégasque aurait certainement pu jouer mieux qu'une 5e place en milieu de Grand Prix. À l'instant T, rien d'alarmant, il faudra attendre un Grand Prix sur le sec pour finalement évaluer les vraies performances. La clé à Melbourne, c'était les qualifications, pour être bien positionné sur la grille de départ. Et là, il faut dire que Ferrari a manqué de rythme sur un tour. La qualification est pourtant l'un des gros points forts de Charles Leclerc. Niveau performance, ce n'est ni mauvais ni bon. Mais bon, la neutralité n'a jamais amené un titre de champion du monde. Mais la course s'est emballée vers la fin pour freiner la suprématie McLaren, n'est-ce pas ? Charles Leclerc a-t-il pu en profiter ? La fin de course a été totalement folle. Une voiture de sécurité après le crash de Fernando Alonso et tout s'est emballé effectivement. Il s'est en même temps arrêté de pleuvoir. Charles Leclerc est appelé au stand après Lewis Hamilton pour changer ses pneus. Mais la piste, elle, reste humide et c'est très dangereux. Malheureusement, Charles Leclerc est piégé au 44e tour. Le Monégasque part en tête à queue et repart à la 11e place alors qu'il était 6e du gâchis. Il se remet ensuite à pleuvoir, des pilotes reviennent dans la voie des stands pour remettre des pneus pluie et c'est là que Ferrari décide de faire un pari fou. Leclerc et Hamilton restent en piste en pneus secs. Malgré la dégradation des conditions, ils sont virtuellement 2e et 3e. S'il arrête de pleuvoir, le chaos se transforme en coup de poker magistral. Mais ce n'est pas le cas. Les deux pilotes Ferrari doivent finalement s'arrêter et perdent absolument tout. Leclerc retombe à la 10e place. Finalement, lorsque le drapeau à damier est brandi, Charles Leclerc termine 8e. Une course très compliquée avec une erreur du pilote qui n'a vraiment pas aidé. Et au final, qu'est-ce qu'on retient de ce Grand Prix pour Charles ? On retient surtout de la frustration parce qu'on pensait que Charles Leclerc n'allait tout d'abord pas se faire piéger sur piste humide. Il a perdu beaucoup de place pour cette erreur qui était, on va le dire, évitable. Même les plus expérimentés se sont fait piéger sur cette course. Ça montre à quel point les conditions étaient dantesques. De la frustration aussi au niveau de la performance affichée après les essais hivernaux et la communication de Ferrari autour de son duo de pilotes. On attendait mieux.
et ce dès le début de saison. Charles Leclerc a semblé impuissant sur ce Grand Prix, un départ réussi avec 2 positions de gagné, mais après plus rien ou presque. Certes, les conditions étaient compliquées, mais on espérait mieux de Ferrari et de la part de Charles Leclerc. C'est McLaren qui s'est imposé pour ce Grand Prix d'ouverture, superbe victoire de Lando Norris avec une gestion parfaite, le pilote s'est montré impassible face aux événements perturbateurs. Pour Charles Leclerc et Ferrari, il faut vite passer à autre chose. L'avantage, c'est que le prochain Grand Prix est déjà ce week-end, en Chine. Pas le temps donc de trop réfléchir. Alors rendez-vous vendredi matin très tôt, même dans la nuit, pour les premiers tours de piste à Shanghai. Charles Leclerc et Ferrari sont attendus au tournant. Et en espérant ne pas revivre des scènes invraisemblables comme ce week-end avec une radio lunaire entre Charles et son ingénieur Brian Bozzi. Un week-end intense aussi en MotoGP pour nos 2 Français azuréens, le Niçois Fabio Quartararo et le Canois Johann Zarco. Avant de revenir sur leur performance, un petit rappel sur le format des qualifications en MotoGP, légèrement différent de celui de la F1, Lisa. Et oui Bastien, contrairement à la Formule 1, les qualifications en MotoGP se déroulent en plusieurs étapes et sont un peu différentes. Le vendredi, lors des derniers essais libres, les 10 premiers pilotes se qualifient directement pour la Q2. Le samedi matin, la Q1 intervient pour repêcher 2 pilotes parmi ceux qui n'ont pas réussi à intégrer les 10 premiers. Ces 2 pilotes rejoignent ensuite les autres en Q2 pour tenter d'améliorer leur temps et se battre pour les meilleures positions. Ces positions obtenues lors de la Q2 déterminent ensuite les places de départ pour la course sprint et les résultats de cette sprint viennent aussi définir la grille de départ pour la course principale du dimanche. C'est un format très spécifique qui apporte son lot de suspense et de stratégie. Un format qui ajoute aussi des enjeux à chaque session. Justement, comment nos Français se sont débrouillés dans ces qualifications ? Les 2 seuls Français de la grille ont brillamment réussi à passer en Q2 en Argentine. Très rare pour les 2 depuis plusieurs saisons, puisqu'ils ne disposent pas des machines les plus puissantes de la grille. Fabio Quartararo termine 8e de cette Q2 après avoir rétrogradé à la suite des améliorations des autres. Il avait signé son meilleur tour en prenant la roue de Bagnaia afin de tenter d'imprégner le même rythme. Johann Zarco, quant à lui, a effectué son meilleur tour 3 minutes seulement après les débuts du chrono. Ce tour impressionnant le place directement 3e derrière les frères Marquez et il le restera jusqu'à la fin. Le Canois partait donc en première ligne pour la sprint, ligne sur laquelle il n'avait pas plus fait d'apparition depuis 2023. Malheureusement, Zarco effectue un mauvais départ, rétrogradant 6e dès le premier virage. Scénario totalement inverse pour Quartararo. Il prend un excellent départ et se glisse à la 4e position avant de se faire doubler par Acosta. Les positions sont ensuite restées assez serrées entre les 2 Français, avec Zarco prenant finalement l'ascendant sur El Diablo. 4e et 5e donc pour le départ de la course, une performance impressionnante pour des Azuréens peu habitués à être aussi compétitifs face aux Ducati et autres machines plus performantes. Mais alors, comment s'est déroulée la course principale ? La journée de dimanche, elle a été assez difficile pour Fabio. Alors qu'il prend un assez bon départ, il subit un contact après seulement quelques mètres avec Bezzecchi qui vient le percuter. Il parvient à éviter la chute mais est relégué à la 19e position, bon dernier. Il termine finalement 15e après s'être battu toute la course pour remonter. Zarco, lui, a géré sa course de bout en bout. Il est parvenu à tenir le rythme et ne pas chuter lourdement dans le classement. Il termine 6e après avoir perdu seulement 2 places, dont une dans les derniers virages. Pour rappel, Fabio Quartararo et Johann Zarco avaient fini respectivement 13e et 17e du championnat l'année passée. Nos pilotes locaux, bien qu'ils aient rencontré quelques difficultés, ont encore montré leur caractère et leur détermination. Si vous souhaitez continuer à les suivre, le prochain rendez-vous MotoGP, ce sera dès le week-end prochain pour le Grand Prix d'Amérique. Les amis, c'est le moment du quiz. Tout le monde est en place. Alors j'ai des questions d'abord plus pour Quentin normalement, mais vous pouvez aussi participer évidemment si vous avez les réponses. Ce samedi, le top 14 reprend avec un Toulon-Perpignan. Vrai ou faux Quentin, Melvin Jaminet a marqué plus de points avec le RCT qu'avec le 15 de France. Faux. C'était vrai. 234 points en 18 matchs, dont 16 titularisations avec le RCT, 214 en 21, dont 14 titularisations avec les Bleus. Un autre joueur qui est passé par Toulon et Perpignan, Guillaume Guirado. Il avait Perpignan, Toulon et ensuite il avait rejoint Montpellier. Combien de trophées il a dans son placard, le petit Guillaume Guirado ? Trophées internationaux, tout en entier ? Alors tout entier. Enfin collectif, je parle, pas de distinction individuelle. Il était en 2009 déjà. C'était là en 2009. Au moins 6. Un peu moins. C'est 4.
4. Champion de France en 2009 avec l'USAP, vous l'avez bien dit. 2022 avec le MHR et ensuite champion d'Europe en 2015 avec le RCT et en Challenge Cup avec le MHR en 2021. Question pour Baptiste Echen. Là on parle basket, donc si Lisa veut participer aussi, elle peut. Spécial Daniel Theis, on en a parlé un petit peu, il est un peu blessé en ce moment. De 2017 à 2025, l'intérieur allemand est passé par 6 franchises NBA. Est-ce que vous pouvez m'en citer 3 ? 6 franchises NBA. Déjà là il vient de... Ouais, c'est Pelicans. Pelicans. Pelicans, on en a une. Portland. Non. Grizzlies. Non. On va tous les faire. Il y en a 30. Il y en a combien à l'ouest et combien à l'est? Waouh. Tu connais ta géographie ou pas? Durement. Du coup, il en reste à 5, l'ouest, j'en vois une. Oui, mais on va tous les faire. J'en vois une à l'ouest. Une à l'ouest et le reste c'est à l'est, je crois. Ok. Les Sixers? Non. Bah, on va tous les faire. Les Lakers? Non. Les rivaux? Bah, du coup, les Clippers. Les Clippers. Les Clippers. Les Suns? Les Golden State. Ni les Suns ni les Golden State. En vrai, ça va être une franchise un peu moins. Type les Wizards. Pas les Wizards. Bon, on va les citer, ça ira plus vite dans l'ordre. Celtics, Bulls, Rockets, Pacers, Clippers et Pelicans. Daniel Theis, il est champion du monde avec l'Allemagne en 2023. Qui est le finaliste? La Serbie? La Serbie. Qui complète le podium maintenant? C'est le Canada. Le Canada complète le podium. Qui est le meilleur joueur de la compétition? Dennis Schroeder. Dennis Schroeder. Et qui est le meilleur scoreur? Le Grand Chelem. Faire le Grand Chelem. Est-ce que c'est un finaliste? Non. Shai? Non, c'est pas Shai. Dommage, j'ai dit Shai parce qu'il faut Shai. Est-ce que c'est. Il est pas dans le top 3? Il est pas dans le top 3. C'est un américain? Non. C'est pas un américain? C'est un européen, mais. Ah, bah Doncic. Luka Doncic, effectivement. Direction la F1 et la Chine pour nos pilotes ce week-end. Mais au fait, en 2024, Charles, il avait fini à quelle position? Aucune idée. Attends. Ok. Je dis Oui, moi aussi. Je sais pas, 7ème. Un peu plus haut. Il avait 5e. fini au pied du podium. 4ème. 23 secondes de retard sur Verstappen. Norris et Perez complètent le podium. Et en 2023, l'année d'avant. Non. Disqualifié. Non. 2023, il y a moyen qu'il y ait une catastrophe hors des points, mais je pense pas. 8ème. Non. C'était la question piège, il n'y avait pas de Grand Prix à cause de la pandémie. On ne referait que l'an dernier. Il y a des questions pièges maintenant dans cette émission. Mais oui. Toujours par rapport à ce Grand Prix de Shanghai, autre question bien compliquée. Quelle est la dernière écurie française à avoir gagné à Shanghai? Ouais, c'est pas Renault, sinon Non. ça serait pas compliqué. C'est pas Prost GP non plus, ils ont rien gagné. Comment elle s'appelle cette écurie Ligier? Non, malheureusement vous l'avez cité, c'est Renault. C'est Renault. Ah, c'était pas Est-ce dur. que, hein. vous avez est-ce que vous avez l'année et le pilote maintenant? Oula. C'est là où ça se complique un peu. Je pense que c'est Alonso en 2005. Alonso en 2005, parfait. On va finir cette émission avec un qui suis-je. Tout le monde peut participer. Celui qui Louis répond n'a à pas de cette question. question. Louis a tout n'avait pas de gagné. question. Mais justement, Louis peut répondre à cette question. Louis est capable. On cherche un tennisman vivant à Monaco. Il y en a beaucoup. Je suis né en 1985 et j'ai arrêté ma carrière en 2019. Del Potro. Non. J'ai gagné sur toutes les surfaces 13 titres à mon compteur, dont le Masters 1000 de Paris-Bercy en 2005. Une seule finale en Grand Chelem, Wimbledon 2010 face à Rafa Nadal. Et là, je vois des mains sur la tête, je vois des voix qui C'est pensent. Soderling, mais c'est pas lui. Comment il s'appelle ce coup? Au mieux, j'ai été 6ème mondial en 2010, 2012 et 2015. Il s'appelle, mais putain, comment il s'appelle? J'ai réussi à battre 3 fois Djokovic, 4 fois Nadal, 6 fois Federer et Murray. Ma dernière victoire sur un top 10 remonte à l'Open d'Australie 2018. C'était face à Juan Martín del Potro. Je suis très puissant du fond de cours, avec un jeu assez à plat.
J'ai un service ok pour mon gabarit assez imposant. Un gros Isner. coup droit. Non, je veux dire Isner, mais Isner, il a. Ce n'est pas Isner. Ah, parce qu'il a le meilleur service de tous les temps pour moi. Un Isner, gros donc. coup droit et un bon revers. Je fais partie des premiers grands joueurs par la taille qui se déplacent rapidement et qui ont un bon jeu à la volée. Non, Silic. Silic, il a un US Open, Silic. Donc, Silic, ce n'est pas Silic. Ce n'est pas Karlovic. J'ai 2 Coupes Davis à mon actif, Mais c'est qui c'est 2012 et 2013. Et là, attention, Il a gagné un grand chelem. Il a fait Oui, finale. un seul. remporté Wimbledon. avec la Tchéquie. Et bah c'est Thomas Berdych. Thomas Ah, Berdych. ah, Réponse de Marius. Qui après quelques semaines avoir eu Daniil Medvedev à Thomas Il est Berdych. si grand que ça, Berdych. Il est grand. Ouais. Je sais pas si Putain, j'avais Roddick en tête, mais Roddick. Quel âge, il a- Berdych Mais ouais. 35 ans. Thomas Berdych, il a fait finale. Il a Oui. fait finale. Même Wimbledon. plus 40 cette année. à l'époque. Il a l'US Open. Ouais. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain, même heure, pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur DJFM. Ciao, ciao.